Aude Mirkovic, bonjour. Bonjour. Merci de venir à notre émission Conversation pour Figaro Live. Maître de conférence en droit privé, spécialiste du droit de la famille, vous publiez chez Artege la PMA, un enjeu de société. Vous combattez l'ouverture de la PMA, la procréation médicalement assistée, à toutes les femmes célibataires ou homosexuelles qui vivent en couple au moment même où cette ouverture est débattue dans le cadre des États généraux du bioéthique. Alors, il y a une actualité de la semaine dernière, un sondage publié dans l'Obs qui vient confirmer un autre sondage qui était paru en janvier dans l'hebdomadaire, dans le quotidien La Croix, qui montre que finalement les Français ont beaucoup évolué. 60% des Français se déclarent favorables à l'ouverture de la PMA et même plus à la GPA, la gestation pour autrui. Il s'agit d'une révolution des mentalités ? Mais non, pas du tout. Si on regarde la façon dont les questions sont posées aux gens, on demande est-ce que vous êtes favorable à offrir aux femmes célibataires et aux couples de femmes le droit de bénéficier de la procréation médicalement assistée. Mais c'est extrêmement compliqué pour qui que ce soit de se dire opposé à donner un droit à quelqu'un. Le seul problème, c'est que ce droit n'existe pas pour personne. Les couples hommes-femmes n'ont pas le droit à la procréation médicalement assistée. En cas d'infertilité ? Ils n'y ont accès que s'ils souffrent d'infertilité. Et les couples hommes-femmes fertiles n'ont pas accès à la PMA. Les couples âgés non plus. Et ils ne souffrent pas de discrimination de ce fait. C'est un droit à venir. C'est ça la question, j'imagine. Oui, non, mais il y a la légalité. Oui, pour l'instant, le droit n'est pas là. Alors moi, j'aimerais bien savoir si les personnes qui se pensent favorables à la PMA pour les couples de femmes et les célibataires seraient toujours du même avis. Si on avait posé la question du côté de l'enfant, est-ce que vous êtes favorable à ce que la loi prive certains enfants du droit, cette fois-ci bien réel, parce que proclamé par la Convention des droits de l'enfant, du droit de connaître leurs parents et être élevés par eux. Justement, le sondage est intéressant de ce point de vue-là, parce que le droit de l'enfant, pour les Français, doit primer quand même... les droits de l'enfant doivent primer sur le droit à l'enfant. C'est une très bonne chose, en effet, et c'est pourquoi le but de mon livre, c'est de faire prendre conscience aux gens que malheureusement, quel que soit l'amour qui est promis à l'enfant et qui lui sera prodigué, ça n'est pas en cause. La PMA qui organise délibérément l'effacement du père méconnaît les droits de l'enfant. Alors justement, est-ce qu'il existe des études ou enfin, est-ce qu'il y a eu des cas à l'étranger montrant les effets de cette privation, enfin des effets pour les enfants nés comme ça de PMA et de GPA avec privation du père ? Alors, le comité d'éthique va passer en revue les études qui existent. Il est arrivé à la conclusion qu'elles ne sont pas fiables parce qu'elles souffrent de faiblesses méthodologiques graves et qu'en plus, le cas d'enfants justement conçus au sein de couples de femmes est quand même n'est pas assez répandu pour qu'on puisse avoir des études. Mais vous savez, si les études montrent que les enfants font très bien, mais c'est tant mieux. Encore heureux qu'ils vont bien, il manquerait plus que ça en plus qu'ils aillent mal. Mais le fait que quelqu'un puisse survivre, supporter, résilier la méconnaissance de ses droits ne rend pas tout à coup justifié le fait de méconnaître ses droits. Et la France est engagée, quand elle a ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant, 90, non ? Oui, c'est ça. Voilà. Elle a garanti le droit pour tout enfant, dans la mesure du possible, de connaître ses parents et être élevé par eux. Donc comment est-ce qu'une technique de procréation qui écarte définitivement et délibérément le père pour être conforme aux droits de l'enfant? Alors heureusement qu'un enfant qui a été privé de père n'est pas condamné à rater sa vie, bien entendu. Les difficultés de la vie, on en subit tous et beaucoup, mais c'est pas parce qu'on peut surmonter une difficulté qu'il devient légitime de l'imposer. Et là, en l'occurrence, il s'agit de la loi, et la loi est là pour faire respecter les droits de tous. Alors, j'aurais voulu aussi votre réaction sur un autre chiffre de ce sondage, où les Français trouvent que finalement on est assez en retard sur tout ce qui est évolution bioéthique. À savoir que pourquoi, comme en Grande-Bretagne, les femmes qui craignent une baisse de leur fertilité ne puissent pas congeler des ovocytes, ou en Espagne, la même chose, où une veuve, finalement, ne peut pas bénéficier de sperme de son ancien mari. Mais en fait, on est en retard par rapport à quoi ? Enfin, je veux dire, on peut faire pratiquement tout quelque part sur la planète. Alors si le critère est je peux aller me fabriquer un clone en Corée du Sud, je peux aux États-Unis faire naître un enfant qui a été conçu il y a 25 ans, on peut tout faire, je peux en Espagne à 68 ans bénéficier d'une FIV. Alors
on va organiser tout ça en France. C'est l'honneur de la France de s'être dotée d'une législation en matière de bioéthique, justement qui tienne bon sur des principes forts, comme la non-marchandisation du corps humain, le fait de tenir compte des droits de tous, y compris de l'enfant, à venir de ces PMA, et le fait que certains pays soient en avance dans la méconnaissance des droits d'autrui, franchement, je ne pense pas que ce soit un modèle à suivre. Alors justement, vous avez parlé du risque de marchandisation du corps. Et les Français ne sont pas du tout, enfin, sont très, c'est très important pour eux de garder cette gratuité du don des ovocytes ou du don de sperme. Ça, c'est une bonne chose pour vous ? Oui, c'est une bonne chose. C'est un réflexe qui est tout à fait sain, parce que personne ne veut de la marchandisation du corps d'autrui, mais il faut ouvrir les yeux. Si on généralise le recours à du sperme extérieur, parce que pour les couples de femmes et les femmes célibataires, le don de gamètes ne sera plus une exception, ce sera systématique. On sait très bien qu'aujourd'hui, on ne peut pas déjà satisfaire les demandes au sein des couples infertiles. Vous dites qu'en Belgique, où le don est gratuit, ils sont obligés de recourir à acheter. C'est ça, c'est-à-dire que le moyen au Danemark et au Canada, je crois. Le moyen de satisfaire les demandes de gamètes, ce serait d'augmenter le nombre d'apports en les rémunérant. Et c'est illusoire de penser maintenir la gratuité. Et justement, la Belgique, qui a ouvert la PMA en dehors des indications thérapeutiques, c'est-à-dire à tout le monde, parce que les femmes et les couples de femmes, c'est un prétexte. Hein. Le but, c'est que le marché de la procréation s'adresse à tout le monde, voilà, qu'il n'y ait plus de limites. Eh bien, ces pays qui ont généraliser la PMA tout en maintenant la gratuité, la Belgique est obligée d'acheter 90% du sperme au Danemark. Et c'est le comité d'éthique qui le dit. Donc, puis en plus, à partir du moment où on va rémunérer les gamètes, pourquoi est-ce qu'on s'arrête aux gamètes ? Il y a aussi une pénurie d'organes. Et en plus, il y a des patients qui meurent faute de greffe d'organes. Pour l'instant, personne n'est encore mort pour ne pas avoir bénéficié d'un don de sperme. Hein. Donc, il y aurait encore plus de raisons de rémunérer les organes. Alors quoi ? Vendre un rein. C'est ça. Donc, si on ne veut pas passer dans le monde de la PMA généralisée et de la marchandisation du corps qui s'ensuit, eh bien, il faut accepter de renoncer à certains désirs, à certaines pratiques. Alors, il y avait la question de la gratuité, on vient d'en parler. Il y a la question de l'anonymat du donneur. Les Français, là-dessus, sont moitié-moitié. Ils hésitent. Ils ne sont pas contre la levée de l'anonymat. Finalement, est-ce que ça serait une bonne chose pour l'enfant ? Alors, la levée de l'anonymat, connaître son père. Le problème, c'est que la levée de l'anonymat, c'est la partie visible de l'iceberg. C'est-à-dire que concrètement, c'est le don de gamètes qui écarte un des géniteurs de l'enfant et qui pose une question qui finalement est toute simple. Est-ce qu'il est important ou pas d'être issu de quelqu'un ? Et si c'est quelque chose d'important d'être issu d'un homme, en l'occurrence on parle d'un don de sperme, eh bien le simple fait de connaître l'identité du donneur n'est pas en mesure de compenser le fait que le géniteur était écarté. Aujourd'hui, on ne peut plus faire comme si de rien n'était. Les premiers enfants issus de dons de sperme sont aujourd'hui adultes. Ils ont monté des associations pour dire la difficulté qui résulte pour eux d'être issus d'un donneur. Alors, la plupart de ceux qui s'expriment aujourd'hui disent qu'ils ne recherchent pas un père, parce qu'un père, ils en ont déjà un, c'est leur père légal, celui qui les a élevés. Mais tant mieux pour eux, mais les enfants à venir de ces PMA pour les femmes célibataires et les couples de femmes, eux, justement, ils n'auront pas de père. Donc, ce donneur va incarner la figure masculine dont ils ont été privés, ce père dont ils ont été privés. Et puis malgré tout, le donneur, on a beau dire ce n'est jamais qu'un donneur, il a quand même donné ce qu'il faut pour que cet enfant existe. Il est tout simplement à l'origine de la vie de la personne. Et c'est pas rien. Donc finalement, vous êtes plutôt favorable à une levée de l'anonymat ou non alors ? Moi, je suis favorable à une prise de conscience sur la portée du recours à des gamètes extérieurs. Bon, malheureusement, heureusement, je ne sais pas, on ne nous annonce pas de débat législatif sur le don de gamètes. Donc aujourd'hui, le problème, c'est la généralisation du don de gamètes. Mais aujourd'hui, il faut bien reconnaître que la loi française ne respecte pas totalement les droits de l'enfant, dès lors qu'elle permet qu'on écarte délibérément son géniteur. D'accord. Alors, la France n'est pas avec des frontières fermées. La PMA et la GPA peuvent se faire partout, même en Belgique. Bon. Quel est l'intérêt finalement de légiférer en France et que doit-on faire pour les enfants qui reviennent en France et qui ont été conçus par une FIV ou par un don à l'extérieur ?
Alors, encore une fois, le fait que quelque chose se pratique à l'étranger ne prive pas du tout d'intérêt à la législation française, parce qu'à ce compte-là aussi, et là on parle de tourisme procréatif, mais vous avez aussi le tourisme sexuel. Donc ce qu'on interdit en France avec des mineurs, on peut le faire à l'étranger, et seuls ceux qui ont les moyens de prendre un billet d'avion peuvent le faire. Donc oui, donc à ce compte-là, on libéralise tout. Mais bon, il y a des enfants qui reviennent, en tout cas. Mais les enfants qui sont nés de PMA réalisés à l'étranger, la société les accueille comme tous les autres enfants, et lorsqu'une femme a un enfant dont le père est inconnu, personne ne s'interroge à ce sujet. Je veux dire, la façon dont ma voisine décide d'avoir un enfant ne me regarde pas, ne regarde pratiquement pas le législateur jusqu'à un certain point, parce que quand même, la loi s'intéresse aux maltraitances à l'égard des enfants, donc ce qu'on fait aux enfants, mais là en l'occurrence, ça ne regarde pas la loi, mais justement, nous parlons de la loi, et aujourd'hui, les femmes demandent au législateur d'organiser quelque chose que certes elles peuvent faire toutes seules, mais justement elles ne veulent plus le faire toutes seules. Elles veulent que la société leur donne les moyens de le faire et l'institutionnalise. C'est un sujet de société. Voilà, et dès lors que la loi est sollicitée, c'est la responsabilité de la société de prendre en considération les droits de tous. Mais alors pour les enfants qui reviennent en France et qui ont été conçus à l'extérieur, est-ce que vous seriez favorable à une sanction ou quelque chose comme ça? Alors les enfants qui ont été conçus par insémination de femmes, quand ils rentrent, déjà ils rentrent en France dans le sein de leur mère, ils naissent en France. Oui. Et ce sont comme des enfants qui sont déclarés à l'état civil comme issus de leur mère, et il n'y a strictement rien à dire. C'est pour la GPA. Voilà, c'est pour la GPA absolument. Que le cas des enfants donc, se pose. Et lorsque des enfants naissent de la GPA à l'étranger, leur naissance est déclarée dans leur pays de naissance, ils ont un acte d'état civil étranger. Ils ne peuvent pas avoir la nationalité mais française. Si, il y a eu la Cour de cassation, je crois, a accepté... La Cour de cassation, pendant longtemps, a refusé la transcription des actes des étrangers sur les registres français d'état civil. Et la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France sous prétexte que l'enfant était privé de la possibilité de faire reconnaître sa filiation à l'égard du père biologique, ce qui est absolument erroné, parce que la filiation telle qu'elle est établie à l'étranger a toujours été reconnue par la France. Sinon, comment est-ce que les parents d'intention qui figurent sur les actes étrangers pourraient exercer l'autorité parentale? Et même l'acte ultime d'exercice de l'autorité parentale, représenter les enfants en justice. Or, c'est ce qu'ils ont fait. La Cour de cassation l'a toujours dit, l'absence de transcription ne prive pas les enfants de la filiation établie à l'étranger. Simplement, on a été condamné par la Cour européenne des droits de l'homme sur ce constat erroné, mais le gouvernement français a été trop content que la Cour européenne des droits de l'homme lui laisse la possibilité de fermer les yeux sur la GPA sans avoir de décision à prendre. Il a négligé de faire appel. Parce que quand même, je vous rappellerai... Parce qu'on peut faire appel, vous dites. Mais oui, on peut faire appel. La Chambre, la France s'est laissée condamner 5 fois. Alors que, quand même, rappelons qu'entre-temps, l'Italie, qui avait été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, elle aussi. Pour le Christ, c'est ça parce que, non, sur la GPA. C'était sur la parce GPA. Que carrément, le gouvernement italien, quand un couple d'Italiens est revenu avec un enfant acheté en Russie à une clinique de la fertilité née par GPA, a retiré l'enfant au couple et l'a confié à l'adoption. Le couple, en l'occurrence, s'est plaint devant la Cour européenne des droits de l'homme et l'Italie a été condamnée. Simplement, l'Italie, contrairement à la France, a fait appel devant la Grande Chambre et grâce à l'Italie, nous avons la première décision de Grande Chambre qui est intervenue après les condamnations françaises et qui a donné raison à l'Italie. Alors la France, qui avait seulement refusé de transcrire l'état civil... Et l'enfant, qu'est-ce qu'il est devenu? Eh bien, il a été adopté par une famille qui ne croit pas que les enfants, ça s'achète. Voilà. Et non, mais en France, il n'est pas question de faire ça, on n'a jamais eu l'idée de faire ça. Il s'agissait simplement de ne pas transcrire sur le registre français d'état civil pour exprimer la réprobation. Justement, vous parlez de la Cour européenne des droits de l'homme. Est-ce qu'elle peut l'emporter? Est-ce qu'elle peut forcer la France à adopter la PMA pour tous? Alors, la Cour européenne des droits de l'homme ne peut pas obliger la France si la France ne veut pas. Parce que, déjà, la Cour européenne des droits de l'homme, en 2012, a déjà été saisie de la question est-ce que la loi française, qui réserve la PMA au cas d'infertilité pathologique, est-ce qu'elle est discriminatoire? Et la Cour européenne des droits de l'homme a déjà dit non, elle n'est pas discriminatoire, parce que la différence de situation justifie la différence de traitement, et qu'au regard de la procréation, des femmes célibataires et des couples de femmes ne sont pas dans la même situation qu'un couple infertile. Donc la loi française a déjà été validée par la Cour européenne des droits de l'homme, mais imaginons que la Cour européenne des droits de l'homme veuille absolument voir une injustice dans une différence naturelle, dans ces cas-là. Elle pourrait éventuellement condamner la France, mais dans ce cas-là, il reste à la France à se défendre. Et comment est-ce qu'il est même envisageable que les droits de l'homme puissent obliger un État
à priver des enfants de père. Oui, Vous voyez, les droits de l'homme, c'est aussi les droits de l'enfant. Donc il y a un moment, la Cour européenne des droits de l'homme ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Et le rôle des États, c'est aussi de la rappeler à l'ordre quand elle fait n'importe quoi. Et c'est ce qu'a fait l'Italie. La France pourrait bien faire la même chose. Alors, dernière question, est-ce que vous avez été reçu par ce comité consultatif en Alors pas France? encore, vendredi. Ah, ben voilà, très bien. Donc vous ferez valoir votre point de vue et donc vous rappellerez l'importance des droits de l'enfant. Mais oui, tout à fait, parce que je suis convaincue qu'il y a beaucoup de gens de bonne volonté en France et que toutes ces personnes qui répondent à ces sondages en disant oui, nous sommes pour la PMA dans aucune condition, dès qu'on leur explique que ça prive les enfants délibérément, définitivement de père, les gens se rendent compte que c'est pas à la loi d'organiser la privation de père. Très bien, on vous remercie beaucoup d'être venu. Au revoir et on recommande votre livre, voilà, sur une question éminemment éthique. Merci beaucoup, Au madame. revoir.